Merci beaucoup, merci Hassan, merci à l'AMCAR qui, je vois, reste extrêmement dynamique et ça ne m'étonne pas malgré les conditions sanitaires. Merci aux organisateurs, au docteur Danier, merci à Saïd. Bien entendu, je me joins à vous et à votre peine pour le décès de notre confrère. Qui est extrêmement, bien sûr, regrettable. Alors, je vais vous parler donc de la prise en charge des sténoses des artères rénales et au départ des sténoses athéromateuses, et puis je vous parlerai, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler des sténoses dysplasiques. La première chose, c'est que il faut savoir que la prévalence des accidents vasculaires cérébraux est extrêmement importante lorsqu'on découvre une sténose des artères rénales. Alors, je commence par ces accidents vasculaires cérébraux, tout simplement pour vous sensibiliser au fait que lorsqu'on découvre une sténose de l'artère rénale, ce n'est pas simplement la question de la revascularisation dont on va parler, qui est importante, mais c'est surtout l'ambiance athéromateuse dont elle témoigne. Souvent, on fait l'impasse là-dessus, mais je crois que c'est le premier réflexe qu'il faut que l'on ait, c'est devant toute sténose athéromateuse, d'ailleurs devant toute plaque athéromateuse, imaginez que c'est une maladie diffuse. On retrouve énormément de sténoses carotidiennes également lorsqu'on les recherche. Et également, on retrouve beaucoup de sténose coronaire chez ces patients chez lesquels on découvre une sténose de l'artère rénale. Donc, c'est un mode d'entrée et de découverte de la maladie athéromateuse. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une maladie diffuse. On a vu, et je ne vais pas y revenir, bien entendu, puisque ça a été très bien présenté par les deux précédents orateurs sur les liens qu'il y a entre l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. Je pense qu'on en discutera beaucoup par la suite. C'est donc une maladie diffuse, c'est une complication fréquente d'une maladie athéromateuse diffuse, c'est d'ailleurs une complication d'une maladie aortique, la sténose de l'artère rénale. C'est souvent une plaque de l'aorte qui fait issue à l'intérieur de la lumière rénale. C'est assez souvent associé au déclin de la fonction rénale et de la mortalité globale. Et donc, en premier lieu, ça nécessite un bilan cardiovasculaire global pour déceler la présence d'autres localisations de la maladie athéromateuse. Alors, quels sont les objectifs de la prise en charge des sténoses des artères rénales? Bien évidemment, les deux premiers objectifs sont la préservation de la fonction rénale et le contrôle de l'hypertension artérielle. Mais au-delà de tout ça, c'est bien entendu la réduction des événements cardiovasculaires et rénaux à long terme qui doit être notre obsession. Il y a des traitements médicaux qui sont spécifiques à l'hypertension artérielle, les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique, l'utilisation de bloqueurs du système rénine-angiotensine, d'inhibiteurs calciques, de bêta-bloquants aussi en deuxième intention. Les diurétiques thiazidiques peuvent être également recommandés. Et puis, il y a des traitements qui sont spécifiques de la maladie athéromateuse, l'aspirine ou les statines lorsque la sténose dépasse 50%. En gros, si vous voulez, l'utilisation d'une triade IEC ou Zartan associée à un inhibiteur calcique et ou un diurétique thiazidique est bien entendu recommandé systématiquement avant de penser à n'importe quelle revascularisation. Alors, est-ce qu'il faut les revasculariser? Entre 1990 et 2008, moi quand j'ai commencé dans les années 90 à m'intéresser à ça, eh bien, c'était l'ère un petit peu du réflexe oculosténotique. Chaque fois qu'on voyait, qu'un cardiologue en tout cas voyait une sténose athéromateuse, eh bien, il envoyait directement à la salle de cathé, on revascularisait, tout le monde était content, c'est ce qu'on appelle le réflexe oculosténotique, et finalement, la découverte d'une sténose rendait le cardiologue très joyeux, et ça a été un petit peu fait de façon extrêmement fréquente dans tous les services, un peu partout dans le monde. Et puis, dans les années, à la fin des années 2000, cette ère du réflexe oculosténostique a brutalement s'est heurtée à l'evidence-based medicine avec une première étude qui est l'étude Astral, qui montrait qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux attitudes, entre une attitude médicale et une attitude de revascularisation chez les patients porteurs d'une sténose artérielle rénale athéroscléreuse. Alors, c'était bien précisé dans l'étude chez qui les médecins sont incertains dans l'indication du geste de revascularisation. Donc, c'était une première étude qui a mis quand même un pavé dans la mare
et dans les salles de cathétérisme qui ont été obligées d'être un petit peu plus prudentes. Mais cette étude a été, si vous voulez, complétée à une toute autre échelle par l'étude chorale, qui, elle, a inclus des patients donc, qui avaient des sténoses serrées, des patients qui avaient de l'insuffisance rénale. Et chez tous ces patients-là, même si les sténoses étaient extrêmement serrées, lorsque on comparait les deux groupes, des groupes médical et le groupe stenting sur les sténoses artères rénales, il n'y avait aucune différence en termes d'événements cardiovasculaires. Donc, ça allait beaucoup plus loin que l'équilibre de la pression artérielle. C'était aussi globalement sur la survenue des infarctus, sur la survenue d'une mort cardiovasculaire ou rénale, la survenue des AVC ou l'insuffisance rénale terminale. Alors, on s'est dit, parce que moi, je travaille dans un service d'hypertension artérielle de médecine vasculaire, ça correspond quand même pas trop à ce que nous, on voit et aux patients qu'on sélectionne. Et on s'est posé la question, pourquoi nous, on a un ressenti qui est différent des études chorales et astrales? On s'est dit, bon, dans chorale et astrale, à l'inclusion, quand même, il y a des patients qui ont peu ou pas d'insuffisance rénale. Ça nous a surpris. Certains patients même ne sont pas hypertendus. Certains patients n'ont pas d'ailleurs de mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est maintenant la norme, comme vous l'avez rappelé précédemment. La pression artérielle donc était mesurée assez souvent cliniquement. Il n'y avait pas de trithérapie. Il n'y avait pas chez beaucoup de patients d'hypertension résistante. Les hypertensions très sévères étaient une cause d'exclusion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut dilater, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui montrent que la dilatation, l'angioplastie est supérieure au traitement médical, mais ça nous a fait quand même poser des questions, puisque nous, nos chiffres, moi je vous les montre très simplement, lorsque on évalue, nous, dans un service d'hypertension artérielle, les patients qui ont une sténose athéromateuse rénale, eh bien, avant angioplastie, on a une moyenne tensionnelle à 147,81 mm de mercure. Après angioplastie, 130,73. Ça, c'est la moyenne des patients que nous suivons, avec une diminution du nombre de traitements qui va de 2,5 à 1,3. Ce n'est pas que nous, à Marseille, qui avons ces chiffres. Tous les gros autres centres, ça c'est un centre parisien, montrent la même chose dans les services d'hypertension artérielle spécialisés, je précise. Là, c'est une étude qui est intéressante, là, qui est assez récente, qui montre l'évolution en fait de la filtration glomérulaire dans les reins. J'ai trouvé très belle cette étude chez les patients qui ont eu une angioplastie. En fait, on se rend compte qu'il y a un équilibrage entre les deux reins après angioplastie. Le rein ipsilatéral à la sténose, eh bien, voit sa filtration augmenter lorsqu'on a bien sélectionné le patient, bien sûr, après angioplastie, et celui qui était un peu hyperfiltrant du côté opposé à la sténose, eh bien, a sa filtration qui diminue. J'ai trouvé ça assez joli. Alors, est-ce qu'il faut revasculariser les artères rénales? Parce que vous dites, bon, il est bien gentil, mais finalement, il ne montre pas des preuves scientifiques. Eh bien, les guidelines des sociétés savantes de cardiologie recommandent une revascularisation pour les patients qui ont des sténoses très serrées avec un gradient translésionnel significatif en cas d'hypertension résistante. Donc, je vous rappelle, ce sont des patients qui ont une trithérapie antihypertensive qui inclut un diurétique thiazidique, notamment si les patients sont jeunes, et bien entendu, si la pression artérielle a été documentée de façon ambulatoire. Les sténoses tronculaires plutôt cocciales, et ça on en reparlera, lorsqu'on a une détérioration rapide et récente de la fonction rénale, il est bien évident qu'un patient qui a une insuffisance rénale ancienne et qui est très, très importante ne bénéficiera pas d'une revascularisation des artères rénales. On ne l'a jamais observé, on l'observera à mon avis jamais. Bien entendu, les œdèmes pulmonaires, les patients qui ont des sténoses unilatérales, bilatérales ou sur rein unique, ou les sténoses sur post-transplantation. Alors, de façon un petit peu, parce que j'aime bien me frotter aux néphrologues, c'est toujours agréable de discuter avec nos amis néphrologues, la question qu'on se pose, c'est est-ce que chorale et astrale sont des études faites par des néphrologues pour des néphrologues? Je dirais non. Il ne faut pas être non plus, il faut pas être trop
comment dire, à contre-courant des études, puisque ce n'est pas vrai. Notre objectif commun, c'est avant tout d'aider ces patients. Les recommandations de l'achat de la CC disent ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire les recommandations pour les revascularisations. Ces recommandations nous disent surtout les patients ne pas revasculariser. Ce sont les patients asymptomatiques, c'est les patients qui sont contrôlés pour leur hypertension par le traitement médical. Également, les recommandations nous montrent que lors de l'évaluation d'un patient atteint de sténose athéromateuse, il est important de déterminer si les symptômes sont causés par une hypoperfusion rénale ou si la sténose est fortuite. Et ça, on va en reparler, c'est dans la technique d'évaluation échographique qu'on va pouvoir trouver des arguments. Également, les sténoses qui sont de découverte fortuite, qu'on découvre lors d'une coronarographie et qui sont asymptomatiques, c'est sans hypertension artérielle, ne sont bien entendu jamais une indication exceptionnellement à une revascularisation. Les patients qui sont atteints d'une insuffisance rénale chronique de stade 3 et 4 avec une taille de rein qui est faible, ou des patients sous hémodialyse sont bien entendu des patients à totalement écarter de ces gestes de revascularisation. Alors, est-ce qu'il existe un profil de patients, de bons patients à revasculariser? Bien, les patients symptomatiques qui présentent une pression ambulatoire résistante à une trithérapie, un déclin récent de la fonction rénale, les OAP flash, l'insuffisance cardiaque déstabilisée en cas de sténose bilatérale serrée ou de sténose sur rein unique. Et dans tous les cas, une évaluation complète par écho-Doppler, plus ou moins en géoscanner. Et en géoscanner, en cas d'insuffisance rénale, bien sûr, on essaiera de l'éviter. Mais bien entendu, il n'y a pas de preuve que les études contrôlées, randomisées, que cette attitude est la bonne. Vous voyez ici une étude, enfin un suivi tardif de chorale qui est sorti récemment et qui nous montre que chez les patients qui ont une microalbuminurie, et je pense que la microalbuminurie, ça a été évoqué, c'est un élément extrêmement important dans l'évolution de l'insuffisance rénale chez l'hypertendu. La simple présence d'une microalbuminurie est un élément qui doit vous faire écarter, en tout cas, sauf exception, une revascularisation, puisque les seuls patients qui bénéficiaient d'Encoral à long terme de la revascularisation et ceux qui n'avaient pas de microalbuminurie. Ça, ce sont les recommandations de la Société française d'hypertension. Donc, en cas de haute probabilité de sténose de l'artère rénale, si l'hypertension est résistante ou en présence d'une diminution de la filtration glomérulaire sous IEC ou Zartan ou bloqueur du système rénine-angiotensine, en cas d'OAP, de rein unique ou de sténose bilatérale serrée, eh bien, la découverte d'une sténose de l'artère rénale peut faire discuter une revascularisation. Dans tous les autres cas, on s'abstient. Alors, j'ai parlé de la technique et je suis désolé de vous embêter avec la technique, mais à mon sens, c'est excessivement important puisque je pense, pour avoir beaucoup discuté avec mes confrères hypertensiologues, avec mes amis néphrologues également, je pense que ce qui peut faire la différence et ce qui fait que nous avons une attitude peut-être un petit peu différente, c'est la technique. Et je pense que avoir une bonne technique écho-Doppler pour déterminer quelles sont les sténoses serrées, quelles sont les sténoses qui peuvent retentir, bien connaître, bien entendu, les critères écho-Doppler, savoir les relativiser, savoir les adapter aux patients, c'est un élément extrêmement important. Les techniques de Doppler ont évolué. Ici, vous voyez, on utilise une technique de zone de convergence qu'on a appliquée aux sténoses des artères rénales. Également, l'interprétation des scanners et également l'interprétation des circonstances cliniques sont très importantes. Vous voyez ici cet exemple d'une patiente qui est âgée de 67 ans, elle a une hypertension sévère et résistante. Elle a une sténose très serrée de l'artère rénale droite, à plus de 80%. Une petite artère rénale droite, le rein droit est atrophié, la fonction rénale est correcte. Vous voyez le rein gauche, comme il a grossi, il est compensateur. Et bien évidemment, il n'y aura aucune indication dans ce cas-là de faire une angioplastie parce que ce sera inefficace sur la protection néphronique et la pression artérielle ambulatoire. Et le traitement, eh bien, ça sera un traitement médical avec des IEC, des statines, éventuellement un petit peu d'aspirine, puisqu'on voit que apparemment il y a un score calcique qui est très élevé chez cette patiente. Alors que, à contrario, chez ce patient
qui a le même âge, 69 ans, qui a eu une néphrectomie droite il y a quelques années, chez lequel on découvre une sténose serrée sur une hypertension artérielle sévère et récente, avec à l'écho-doppler ici des critères qui sont extrêmement robustes, comme donc une sténose très serrée avec des vélocités à plus de 400 cm/s, avec un index de résistance distale qui est diminué à 0,56, un temps d'ascension systolique qui est allongé, eh bien, on peut discuter de l'angioplastie et elle sera probablement efficace. Nous avons d'ailleurs chez ce patient fait une angioplastie et ça a été plutôt efficace sur la pression artérielle, même très efficace sur la pression artérielle, et sa fonction rénale a remonté, mais ça c'est un cas d'école. Le suivi d'ailleurs sera le même chez ces patients, elle se base sur le même trépied que la décision thérapeutique pour nous, c'est-à-dire c'est la pression artérielle ambulatoire, c'est l'écho-doppler ou l'imagerie, et bien sûr l'évolution de la fonction rénale et la discussion avec nos amis néphrologues, qui est importante. Alors, je reviens en arrière, voilà simplement pour vous montrer les résultats qui sont chez ce patient sur l'angioplastie. Vous voyez ici le stent sur l'artère rénale gauche avec un bon résultat. Alors en conclusion, ces sténoses d'artère rénale athéromateuses, elles surviennent dans un contexte diffus. Le traitement, il doit être toujours médical. L'évaluation doit être spécialisée car les erreurs de sélection des patients sont importantes. Il faut évaluer l'hypertension artérielle ambulatoire, son caractère résistant ou non, l'évaluation du degré de sténose, de son retentissement par une équipe qui est robuste en imagerie, une évaluation de la fonction rénale et de son évolution. Il ne faut pas oublier de faire appel à nos amis néphrologues. Et en cas de doute, l'évaluation dans des centres d'hypertension nous semble extrêmement indiquée. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, à Marseille, sur 100 sténoses athéromateuses artérénales, si on en dilate entre 5 et 10, c'est le bout du monde. Mais on va le faire parce qu'on pense qu'il reste des indications chez ces patients. Alors, je ne vais pas venir ici et voir mes amis marocains sans vous parler de dysplasie fibromusculaire, puisque il est de notre devoir de communiquer là-dessus. Et très rapidement, je vais communiquer sur ça. La dysplasie fibromusculaire, vous savez, c'est une maladie génétique diffuse, non athéromateuse, non inflammatoire, des artères de moyen calibre qui touchent essentiellement les artères rénales et cervicales, avec un ratio femmes-hommes de 9 pour 1. Il y a 9 femmes pour 1 homme. Et cette maladie, elle peut s'exprimer, et ça c'est très important, de différentes façons, sous la forme pathognomonique des colliers de perles, mais elle peut aussi s'exprimer de façon non pathognomonique, qui surviennent dans d'autres pathologies, notamment la dissection artérielle, les anévrismes et les tortuosités artérielles. Il y a une nouvelle classification qui a été proposée et qui est maintenant retenue. On ne parle plus que de sténose multifocale lorsque vous avez un collier de perles et de sténose unifocale si vous avez vraiment un aspect focalisé ou un aspect tubulaire. Ça correspond à des entités qui sont légèrement différentes. La dysplasie multifocale a un aspect en collier de perles, donc sur des dysplasies médiales, de la partie médiale de l'artère, alors que les sténoses unifocales surviennent plutôt sur des dysplasies intimales ou périmédiales. C'est une maladie qui est très fréquente, beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. Lorsque l'on regarde la prévalence de l'hypertension secondaire à une dysplasie, ça représente 0,4 de la population générale. Il y a des études qui ont été faites sur des scanners systématiques qui montrent qu'à peu près 1% de la population a des signes directs ou indirects de dysplasie fibromusculaire, qui ne sont pas forcément serrés, mais c'est important de les identifier par rapport à l'enquête familiale qui peut être réalisée. C'est une maladie diffuse et on doit rechercher, lorsqu'on en trouve une au niveau des artères rénales, bien entendu, on doit rechercher au niveau cervical, au niveau intracrânien, systématiquement par un angioscanner, la présence d'une autre localisation. La première étude qui a été faite d'un point de vue épidémiologique, c'est Jeffrey Olin, notre ami new-yorkais, qui l'a réalisé. Et c'est le premier à avoir montré que finalement, on regardait la dysplasie au travers des atteintes rénales, mais elle était aussi fréquente
dans la localisation carotidienne. Lorsque Jean-François Point, par la suite, a poursuivi ses études, on a montré en France, grâce à l'étude, une étude qu'on a réalisée dans la France entière, que la dysplasie est une maladie diffuse. Elle touchait non seulement les artères rénales et cervicales pour les localisations les plus importantes, mais elles peuvent toucher toutes les artères de moyen calibre. Et on a d'autres localisations. On a aussi des anévrismes de l'aorte thoracique qui peuvent survenir dans ces dysplasies. Donc, une évaluation complète chez ces patients est donc nécessaire. Et il est recommandé maintenant de screener entièrement les patients. Nous, quand on a une sténose ou même une dysplasie, même pas serrée, hein, d'une artère rénale ou d'une autre localisation, on fait un angioscanner complet de toutes les artères. On fait des échographies, bien entendu, mais on fait une recherche complète chez le patient chez lequel on découvre cette dysplasie. On peut trouver également donc les autres formes d'expression que le collier de perles. On trouve des anévrismes, notamment intracrâniens, qui ne sont pas très fréquents, mais il faut les rechercher, notamment chez les femmes jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants, puisque vous savez que la grossesse est un élément de progression du fait de la stimulation hormonale, je vais vous en parler très rapidement, de cette maladie. À peu près 9%, 9,6% en moyenne des patients qui ont une dysplasie vont avoir un anévrisme artériel, pas forcément donc cérébral, puisque c'est une minorité, mais un anévrisme artériel, souvent sur une artère rénale, sur une autre artère. Donc, il faut les rechercher. Les anévrismes, on peut les trouver par échographie. Vous voyez ici la belle concordance qu'il y a entre cet anévrisme de l'artère rénale et en échographie et l'angioscanner. Mais je pense que c'est très difficile quand même en échographie, et c'est pour ça que l'angioscanner a un intérêt réel pour cette maladie. Une autre forme d'entrée dans la maladie, c'est la dissection. Ici, chez un jeune médecin qui m'avait appelé pour une hypertension brutale, eh bien, il est rentré dans la maladie dysplasique, comme souvent les hommes, par une dissection artérielle de l'artère rénale. Donc, ces dissections, on les retrouve bien sûr au niveau coronaire. Et lorsque vous avez une dissection coronaire, eh bien, dans cette étude de Sow, la fréquence des dysplasies est très élevée, plus de 86% des patients. Je considère que lorsqu'on découvre une dissection coronaire spontanée, eh bien, c'est une dysplasie fibromusculaire jusqu'à preuve du contraire. Également, dans le suivi, il va falloir faire attention puisque, vous voyez, les événements cardiovasculaires sont très fréquents, hein. On a à peu près 10% d'AVC dans nos populations de patients qui ont une dysplasie fibromusculaire dans le suivi. Donc, ils nécessiteront un suivi important. Également dans la famille, hein, puisque dans les familles, vous voyez que chez les apparentés du premier et du deuxième degré, il y a 50% d'AVC, il y a des anévrismes dans 20% et surtout 20% de mort subite chez les apparentés du premier et du deuxième degré. On trouve dans 20% des cas une mort subite, donc beaucoup plus que la population générale, alors que la dysplasie n'a été mise en évidence que chez 7% des patients. Ce qui veut dire que dans les recherches de dysplasie, systématiquement, il faudra faire une recherche chez les collatéraux du premier degré, et nous on le fait donc systématiquement par échographie, et si on a un doute, eh bien, on fera un angioscanner. Donc, ne pas oublier que c'est une maladie donc diffuse pour le patient, mais c'est aussi une maladie qui peut toucher la famille, puisque c'est une maladie génétique, même si on ne connaît pas encore le gène. En ce qui concerne l'algorithme diagnostique, bon, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir, simplement que ça se repose essentiellement sur le Doppler et l'angioscanner, et éventuellement l'angio-IRM. Personnellement, je préfère l'angioscanner, puisque en termes de résolution spatiale, c'est un petit peu meilleur pour les artères que l'angio-IRM. Alors, le traitement, il n'y a pas d'études randomisées contrôlées, il n'y a pas de critères de sténose, même significatives. Ça se base sur l'expérience des centres. Nous, on a débuté une étude qu'on est en train de terminer qui compare donc l'écho-Doppler avec les pressions intravasculaires que fait le radiologue au moment de la dilatation. Et on va bientôt sortir cette étude. Je peux vous dire en avant-première que la réalisation d'une FFR est extrêmement, et d'un gradient intravasculaire est extrêmement corrélé avec le bon résultat de l'angioplastie dans les dysplasies fibromusculaires. Les critères écho-Doppler
également ne sont pas encore définis et donc j'espère que on va les définir grâce à cette étude. Mais globalement, ils sont beaucoup plus élevés, les seuils sont beaucoup plus élevés que dans les sténoses athéromateuses. Hein, c'est pas de 200 cm/s, on est plus proche des 300 cm/s pour décider que la sténose est significative. Mais vous voyez qu'il y a toute une sémiologie en échographie qu'on a mis en évidence de la dysplasie fibromusculaire. C'est bien entendu, vous voyez ici un aspect en collier de perles sur cette artère rénale, mais c'est aussi une variabilité de l'épaisseur, parce qu'avant tout, c'est un épaississement, c'est une hyperplasie de la média que l'on voit chez ces patients. Il y a aussi ici, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, des diaphragmes intravasculaires. Ce sont ces diaphragmes qui créent la sténose. Hein. C'est pas le fait que l'artère est irrégulière, c'est parce qu'il y a des diaphragmes à l'intérieur. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on ne met pas de stent dans ces artères et qu'on fait une dilatation par ballonnet pour casser ces diaphragmes. L'établissement de bons critères va permettre de probablement corriger un petit peu les études d'efficacité sur la revascularisation des dysplasies, parce que vous voyez que finalement, dans notre centre, on n'a pas mieux sur les sténoses dysplasiques que sur les artères, enfin dans les centres globaux, que sur les artères athéromateuses, parce que probablement ces critères ne sont pas définis, qu'on dilate un peu trop précocement des artères qui ne sont pas suffisamment serrées. Ça, c'est nos chiffres, vous voyez. On a une diminution qui est nette lorsqu'on sélectionne bien les patients avant angioplastie des artères rénales, puisque on a un résultat qui se consolide à distance, avec un nombre de médicaments qui diminue chez ces patients. En ce qui concerne les dysplasies cervicales, c'est un bon pronostic à long terme. Le traitement est envisagé pour des lésions symptomatiques et c'est essentiellement un traitement médical. Hein. Il n'y a quasiment aucune chirurgie qui est faite sur les dysplasies cervicales. Personnellement, j'en ai jamais indiqué. Les perspectives de cette maladie, bien, c'est déterminer les facteurs génétiques et environnementaux, c'est améliorer la quantification des dysplasies, on s'y emploie grâce à l'étude que l'on mène, et c'est améliorer la connaissance au niveau des registres, c'est aussi, vous voyez, améliorer les échodoppler, vous voyez, puisque ici en haut à droite, à quelques millimètres près, là on n'a pas de sténose, et ici, sur cette artère, à quelques millimètres près, on a une sténose très serrée. C'est lié au diaphragme que je vous ai montré. Bien entendu, bien repérer au millimètre près la sténose pour l'indiquer au radiologue interventionnel lorsqu'on doit la dilater. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne veux pas être trop long avec cette dysplasie parce que j'en parlerai des heures, mais je ne veux pas être trop redondant. Vous voyez ici les diaphragmes, ça c'est vraiment la maladie, c'est ça. Hein. Ce sont ces diaphragmes qu'on vient dilater, c'est eux qui créent la sténose. Vous voyez, quand on a fait des échographies endovasculaires, il y a cette hyperplasie, il y a des spasmes très importants autour de l'artère lorsqu'on met des échographes endovasculaires à l'intérieur de ces artères. Vous voyez ici une artère dysplasique en anapathe. Vous voyez ces microdissections qui sont préexistantes. Vous voyez l'épaississement irrégulier de la média. Ça, c'est une étude qu'on avait faite pour essayer de comprendre pourquoi il y avait 9 femmes pour un homme. On a eu l'idée de récupérer une dizaine de patientes et de patients aussi. On a des hommes qui avaient été opérés parce qu'il y avait un anévrisme associé, on avait dû les opérer et on a fait une immunohistochimie pour montrer quels étaient les récepteurs présents dans ces artères et on a montré qu'il y avait, par rapport aux cas témoins qui n'en ont absolument aucun, une expression très importante des récepteurs à la progestérone dans le noyau des cellules musculaires lisses des patientes et des patients atteints de dysplasie. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas utiliser de progestérone et de faire très attention aux traitements hormonaux chez les patients qui présentent une dysplasie parce que c'est probablement une maladie génétique qui dispose à l'intérieur des artères des récepteurs à la progestérone de façon génétique et qui sont activés chez les patients qui ont un cycle hormonal de progestérone. Et quels sont les patients qui ont un cycle hormonal à la progestérone? Ce sont les femmes. C'est pour ça que probablement que ce sont les femmes qui expriment plus la maladie, même si les hommes ont autant d'atteintes génétiques. Ça, c'est une étude qu'on vient de publier pour vous montrer. Alors ça, c'est bien parce que je pense qu'on va pouvoir avoir enfin un diagnostic biologique de la dysplasie.
L'hypothèse, c'était de dire il y a beaucoup de spasmes sur la dysplasie. C'est un élément qui est consubstantiel à cette maladie. On ne peut pas mesurer le spasme, mais par contre, on peut mesurer la réaction de l'organisme au spasme. Et la réaction de l'organisme au spasme, c'est la sécrétion d'adenosine et surtout les récepteurs A2B. Et donc, on a pris trois groupes, 40 patients qui avaient une dysplasie, c'est une étude pilote, on n'a pris que 40 patients qui avaient une dysplasie, 40 patients hypertendus et 40 patients témoins. Les patients témoins n'ont pas d'augmentation des récepteurs à l'adénosine, zéro. Les patients hypertendus, pas du tout équilibrés, ils ont une petite augmentation. Et les patients qui ont une dysplasie, ils ont une augmentation phénoménale, tous des récepteurs A2B. Donc, ça sera peut-être, on est en train de compléter cette étude pilote, ça sera peut-être un moyen de faire un diagnostic biologique. Alors, vous voyez que ce puzzle de la dysplasie, il se complète. On a ces récepteurs à la progestérone, on a ce spasme, on a ces diaphragmes, et finalement, il y a une certaine logique dans cette dysplasie. Voilà. Je ne veux pas parler trop longtemps de la dysplasie parce que ce n'est pas forcément le sujet de ce soir. Simplement pour vous dire qu'il faut faire une exploration complète de toutes les formes d'expression de la maladie. Il faut explorer tous les territoires, il faut explorer les collatéraux. Il faut savoir dépister par imagerie et biologie en attendant un diagnostic génétique qui n'est pas encore présent. Et puis, il faut peut-être s'adresser au centre de compétences. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long et je vous remercie.